Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV, dans les titres de ce jeudi 13 août. La sécheresse frappe durement le monde agricole. Dans les élevages, le manque d'eau et de nourriture a déjà provoqué la mort de plus de 200 bovins. Face à cette urgence, les agriculteurs tentent de s'organiser et la solidarité s'installe pour venir en aide aux exploitations les plus touchées, et on en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, à Schellcher, l'ancien hôtel La Batelière est toujours à l'abandon, 2 ans après sa fermeture. Malgré un projet de reconstruction à plusieurs dizaines de millions d'euros, le site reste occupé et suscite l'inquiétude des riverains, confrontés aux nuisances et à l'insécurité au quotidien. Et puis, dans l'Atlantique, un phénomène que nous suivons depuis hier poursuit sa route vers les Petites Antilles. AL92 voit toutefois son potentiel de développement revu à la baisse, de 80 à 60%, une évolution rassurante, même si le phénomène pourrait apporter de fortes pluies et des rafales dès demain. Face aux conséquences de la sécheresse, c'est toute la filière agricole qui tire la sonnette d'alarme. Plus de 200 bovins sont déjà morts, faute de nourriture et d'eau en quantité suffisante. Une situation qui inquiète les éleveurs et pousse aujourd'hui différents acteurs de la filière à se mobiliser. Un élan de solidarité qui, pour cet agriculteur, apporte malgré tout une lueur d'espoir. Et en faisant cette démarche-là, je pense que tout le monde nous verra, les autorités nous verront, les politiques aussi, et prendront conscience que c'est la crise aujourd'hui. Là, on tire la sonnette d'alarme parce qu'on n'a plus de quoi alimenter nos animaux. J'ai foi en mon métier, en ma passion, au travail que je fournis, parce que je le fournis pas uniquement pour moi, mais aussi pour le peuple martiniquais, qu'on puisse avoir de quoi nourrir les Antilles. En réaction à cette crise, les producteurs de bananes se sont eux aussi mobilisés. Des rotations de camions ont été mises en place vers le sud de l'île pour acheminer les écarts de tri de bananes jusqu'aux élevages. Au total, ce sont près d'1,5 million de bananes par semaine qui pourraient ainsi servir à nourrir les bovins. Un apport loin d'être négligeable puisqu'un animal peut consommer jusqu'à 200 bananes par jour. Il faut savoir que chaque semaine, nous avons à peu près 450 tonnes d'écart de tri. C'est surtout en sécheresse qu'ils en ont besoin. Parce que la banane leur amène l'hydratation dont ils ont besoin, le potassium, etc. Donc, face à cette sécheresse et à la perte d'environ 200 bovins cette année, nous nous sommes rapprochés, la CODEM et Banamart, pour monter des opérations de livraison de bananes d'écart de tri. Aujourd'hui, nous allons livrer 3000 tonnes, c'est environ 6000 bananes pour les éleveurs de Diamant et Sainte-Luce qui souffrent particulièrement de la sécheresse. Cet écart de tri, déjà distribué en partie aux éleveurs du Nord, ont également une autre utilité. Ils permettent d'enrichir les sols des exploitations bananières. Une solidarité qui dépasse donc les frontières entre les différentes filières agricoles. Aujourd'hui, on n'est pas seul sur notre île, on fonctionne tous ensemble. Nous aussi, on subit les effets de la sécheresse. On a énormément de chutes, énormément de bananes qui tombent, mais quand on voit ce que traversent ces éleveurs, on ne peut pas rester sans rien faire. On est en train d'essayer de voir avec la CODEM pour organiser des rotations plus régulières, avec un camion plus conséquent, capable de transporter plus d'écarts de tri. Parce qu'aujourd'hui, sur une exploitation comme Pécoul, nous avons à peu près 4 tonnes d'écart de tri par jour, ce qui pourrait permettre d'aider les éleveurs. Face à l'état préoccupant des bovins, les professionnels de la nutrition animale ont eux aussi décidé d'agir et d'apporter leur pierre à l'édifice. La contribution de Martinique Nutrition Animale, premièrement une prise de conscience. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui, nous constatons l'état squelettique de l'ensemble du cheptel des bovins martiniquais. Donc nous sommes obligés de réagir. Donc Martinique Nutrition Animale va mettre en place une ligne budgétaire avec un aliment spécifique à la sécheresse pour alimenter les bovins de la coopérative, notamment CODEM. Mais au-delà de l'urgence, c'est l'avenir de la filière qui inquiète. Les conséquences de cette sécheresse pourraient se faire sentir pendant plusieurs années, jusqu'à 3 ans selon les professionnels. Pour le président de la CODEM, la situation relève désormais de la catastrophe. C'est catastrophique, la filière est menacée. Je parle de ce que je connais de la filière élevage, mais que ça soit maraîcher, que ça soit canne à sucre, c'est une catastrophe en Martinique à l'heure actuelle. Nous avons, et de mémoire d'homme, il y a des anciens ici qui me disent qu'ils n'ont jamais vu un carême d'une telle rudesse. Et face à cette situation, la colère monte également chez les éleveurs. Ils dénoncent un manque de réponse politique et le sentiment de ne pas être accompagnés face à cette crise.
Et quant à la partie politique, elle est inexistante. Donc c'est un cri d'alarme, je le dis, ça va certainement vexer certains, mais là aujourd'hui, c'est dans les 15 jours qui viennent, c'est plus de 1000 bêtes que nous aurons sur le tapis. Aujourd'hui, les acteurs de la filière se serrent les coudes pour éviter le pire. Mais derrière cette mobilisation, une inquiétude demeure. Si la sécheresse s'installe dans la durée, c'est toute l'agriculture martiniquaise qui pourrait être durablement menacée. Oui, regardez. Vous voyez là-bas, là, il y a une porte ouverte, blanche. Voilà. Là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés là. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui ont dormi là. À quelques mètres des résidences, l'ancien hôtel La Batelière est aujourd'hui méconnaissable. Depuis sa fermeture en 2024, le site se dégrade et est régulièrement occupé. L'établissement, repris par des promoteurs immobiliers avec un projet de reconstitution, reste aujourd'hui à l'abandon. Une situation qui pèse directement sur les habitants du quartier, confrontés aux squats, aux déchets et à un sentiment d'insécurité grandissant. Pour les résidents, ces nuisances font désormais partie de leur quotidien. Nos maisons perdent de la valeur. Nos maisons ne peuvent pas être louées parce que, même en Airbnb, parce que les gens voient l'environnement qui est vraiment dégueulasse autour. On n'attendra pas 4 ou 5 ans avant que les travaux se fassent parce que nous, on en a ras-le-bol. Au-delà des nuisances, c'est aussi le regard des habitants sur leur propre quartier qui a changé. Certains disent ne plus avoir le même sentiment de tranquillité qu'avant, avec parfois des scènes auxquelles ils n'auraient jamais imaginé être confrontés ici. Un matin, lorsque je suis passé pour aller travailler, j'ai vu un individu qui était sur le bas-côté, les yeux révulsés avec voilà, la bave qui sortait de sa bouche. Donc il était décédé, il avait fait une overdose. Donc j'ai signalé aux autorités la mort de ce monsieur qui sont venus le récupérer. Mais ce ne sera pas un cas isolé à mon avis et ça sera pas le dernier. Face à cette situation, la mairie affirme pourtant avoir une marge de manœuvre limitée puisque le site appartient désormais à un propriétaire privé. La municipalité ne peut donc pas intervenir librement sur le bâtiment lui-même mais peut agir sur l'espace public et la sécurité aux abords. Le maire l'a pris très au sérieux ce problème-là. Il a même lancé là une mise à demeure pour le propriétaire pour qu'il puisse très vite réagir parce que c'est une propriété privée mais qui, par la façon d'être gérée, ça fait plus de 2 ans que nous n'avons nullement de réponse de ce propriétaire pour nous dire comment il va gérer ce problème d'insalubrité, de danger qu'il y a réel. Et le maire donc se chargera justement de tabler sur ce qu'on voit et ce qu'on constate et sur le témoignage aussi des riverains et des habitants qui sont très inquiets. Des mesures de sécurisation du site avaient été annoncées en 2025, avec notamment la condamnation de certains accès et l'installation de caméras de surveillance. Le projet de reconstruction représente entre 30 et 40 millions d'euros d'investissement, mais en attendant sa concrétisation, les riverains restent confrontés aux conséquences de l'abandon du site. Les repreneurs sollicités par nos soins n'ont pas répondu à nos demandes d'entretien. Alors que le gouvernement annonce une hausse de 15% du nombre de postes d'internes en médecine au niveau national, la tendance est différente dans les Antilles. En Martinique et en Guadeloupe, 20 postes de formation seraient supprimés pour l'année universitaire 2026-2027, notamment en médecine générale et aux urgences. Une situation qui inquiète le député Marcelin Nadeau, qui alerte sur les conséquences pour l'accès aux soins et demande au gouvernement de renforcer la formation médicale dans nos territoires. Non, justement, c'est ce que nous ne comprenons pas. D'autant que on perd 13 postes de généralistes, des postes d'urgentistes, des postes en neurologie, bref, des postes en radiologie, des postes en psychiatrie, enfin bref, c'est la bérésina quelque part. Alors, nous posons des questions, puisqu'on peut penser que l'observation des besoins peut expliquer ce type de mesures et de décisions. Mais nous savons dans quel pays nous sommes. Nous connaissons les difficultés d'accès aux soins. Nous connaissons les réalités des déserts médicaux. Donc c'est pour ça que nous avons, en tout cas moi, en tant que député du Nord, qui connaît par certains endroits, je pense notamment à l'extrême Nord, des situations de désert médicaux, mais même en zone périurbaine. Quand on voit Chelcher, c'est vrai qu'il y a une grosse concentration de médecins sur les quartiers les plus peuplés, et puis dans les quartiers populaires, je pense notamment à Fontlaillé, et là, nous avons quelques difficultés. Donc ça veut dire que nous n'avons pas compris
les modalités en fait de calcul qui ont mené à ces décisions. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'interpeller et d'interroger par le biais d'une question écrite le gouvernement, parce que on a l'impression que à l'analyse des besoins, effectivement, il confronte, si vous voulez, la capacité de formation. Et on a l'impression que pour des raisons comptables, pour des raisons d'économie, c'est cette capacité insuffisante de formation qui a pris le pas sur les besoins. Et ce que nous disons que si il y a besoin de plus grande capacité de formation qui s'avère insuffisante, eh bien, il faut que le gouvernement investisse parce que nous savons que dans notre pays, dans nos pays, bon, ça concerne effectivement la Martinique, mais également la Guadeloupe et la Guyane, il y a d'énormes besoins en matière de santé et d'accès aux soins. En ce milieu du mois d'août, la saison cyclonique devient plus active et mieux vaut prévenir que réparer. Avec une végétation qui reprend rapidement après la période de sécheresse et des épisodes météo potentiellement plus perturbés, les risques pour le réseau électrique augmentent. Sur notre territoire, EDF renforce donc ses opérations d'élagage autour des lignes. C'est un travail qui est très prenant, un travail qui est très difficile. Il faut savoir que l'élagage, c'est l'un des métiers les plus dangereux dans le monde. Et oui, donc à ça va s'ajouter les contraintes qui sont dues aux zones inaccessibles, au dénivellement et aussi, je veux dire, à l'intensité que ça demande en termes de travail. Donc, ce n'est pas un travail qui est simple. Nous couvrons en Martinique 587 km de réseau haute tension et donc sur le niveau de la 20 000 volts et 200 km de réseau concernant la 63 000 volts. L'élagage, c'est une question de sécurité, donc sécurité des tiers, mais aussi sécurité pour les ouvrages électriques. Et donc, certes, la période cyclonique nous permet de renforcer en fait l'élagage, mais c'est une campagne, c'est durant toute l'année. Et là, c'est la pluviométrie en fait qui va décider, qui va nous permettre d'orienter en fait notre activité, qui va nous permettre d'intensifier l'activité. Et pour tout vous dire, pour répondre à votre question, oui, nous sommes prêts. Il faut savoir que depuis la modernisation et l'industrialisation de l'élagage, depuis 2025, nous avons commencé, en utilisant des drones, on a pu à ce jour diminuer le nombre d'incidents dus à l'élagage de 85%. Nous en parlions hier, le phénomène continue sa progression vers les petites Antilles, mais son potentiel de développement est désormais revu à la baisse. Une évolution plutôt rassurante, même si la prudence reste de mise pour les prochaines heures. Le National Hurricane Center de Miami vient d'abaisser de 80 à 60% la probabilité qu'AL 92 évolue en phénomène cyclonique, aussi bien dans les 2 prochains jours que sur l'ensemble de la semaine à venir. Pour autant, AL 92 n'est pas sans conséquences potentielles pour les petites Antilles. Le phénomène doit poursuivre sa route vers l'ouest et pourrait apporter dès vendredi soir et samedi des passages pluvieux soutenus ainsi que des rafales de vent, même s'il ne parvient pas à se renforcer davantage. Le NHC appelle d'ailleurs les populations de l'arc antillais à rester attentives à son évolution. Les conditions atmosphériques devraient progressivement devenir moins favorables à son développement, avec notamment des vents forts en altitude et la présence d'air sec sur sa trajectoire. Autrement dit, le risque de voir AL 92 s'organiser fortement diminue, mais le mauvais temps qu'il peut générer reste à surveiller. Et ce phénomène n'est pas le seul dans l'Atlantique. Un second, baptisé AL 94, est également suivi par les météorologues. Situé plus à l'est, à proximité des îles du Cap-Vert, il présente actuellement 30% de chances de se développer dans les 48 heures et 50% dans les 7 prochains jours. 2 phénomènes sont donc toujours sous surveillance dans l'Atlantique tropical. Pour les petites Antilles, c'est toutefois AL 92 qui concentre l'attention à court terme, avec une probabilité de développement désormais en baisse, mais une possible dégradation des conditions de météo dès vendredi soir.
Un coup au vert, un coup dans le rouge, la qualité de l'air joue au yo-yo ces derniers jours aux Antilles. En cause, une nouvelle brume des sables venue du Sahara qui fait grimper les concentrations de particules dans l'air. Une situation qui appelle à la vigilance pour les personnes les plus vulnérables. Depuis lundi, en fait, on a eu un premier épisode de brume de sable qui était vraiment très dense, donc avec des concentrations qui étaient en particules fines qui étaient très élevées. Mercredi, on a eu donc une onde tropicale qui nous a concernés, donc du coup qui a permis en fait de nettoyer un peu l'atmosphère en particules fines. Donc du coup, mercredi, on était en vert parce que du coup les concentrations en particules fines étaient beaucoup redescendues, donc l'alerte, il n'y avait pas d'alerte en tout cas pour mercredi. Jeudi, vendredi, donc on a des concentrations en particules fines qui seront quand même élevées, mais beaucoup moins que ce qu'on a connu lundi, mardi. Donc on est quand même en procédure d'alerte à la pollution, mais les seuils sont quand même, les concentrations sont quand même beaucoup plus basses que ce qu'on a eu en début de semaine. Toute la population est amenée à faire attention, en particulier les personnes sensibles, donc qui ont des pathologies cardiaques et respiratoires, les asthmatiques, et surtout il faut limiter donc les activités physiques aussi intenses, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et essayer d'éviter au maximum les grands axes routiers. Et si la réforme de la communication de l'État fragilisait encore davantage vos médias ultramarins ? Le gouvernement veut rationaliser ses dépenses et revoir l'organisation de sa communication. Mais aux Antilles-Guyane, les acteurs locaux alertent sur le risque de voir les moyens se réduire alors que les besoins d'information sont, eux, particulièrement importants. Sécurité, santé publique, risques naturels ou encore sargasses, ils demandent que les réalités de nos territoires soient pleinement prises en compte. Selon le communiqué, les Antilles-Guyane représenteraient sur la seule base démographique environ 10,5 millions d'euros sur le budget national annoncé. Mais les professionnels réclament davantage avec une enveloppe comprise entre 11 et 20 millions d'euros par an. Au-delà du montant, ils défendent surtout le recours aux médias, agences et producteurs locaux, jugés indispensables pour porter une communication adaptée aux réalités et aux habitudes des populations ultramarines. L'enjeu est donc aussi économique, préserver un secteur local fragilisé tout en garantissant une parole publique efficace et toujours proche des citoyens. Xavier Magin, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la SNSM, des sauveteurs en mer. Vous menez depuis plusieurs mois une campagne pour encourager les dons. J'aimerais savoir pourquoi est-il aujourd'hui nécessaire de mobiliser davantage le public et de participer avec vous à tous les sauvetages en mer. Alors il faut repartir dès le début à l'origine de ce qu'est la SNSM. La SNSM, c'est d'abord une association loi 1901. C'est une chaîne qui va faire qu'on va secourir des personnes en mer. Ce ne sont que des bénévoles qui fonctionnent. Tous les sauveteurs, quels qu'ils soient, sont bénévoles. Donc qui dit bénévole dit également professionnel, bénévole mais professionnel. Ça veut dire des formations adéquates, du matériel adéquat, des bateaux, des moyens nautiques, etc. Donc ça a énormément, ce sont des coûts élevés. Et pour ça, eh bien, depuis toujours, la SNSM fonctionne avec des dons. Alors c'est une particularité qu'on retrouve, c'est unique dans le monde. C'est-à-dire que partout dans le monde, c'est où l'État, par le biais des Coast Guard pour certains ou d'autres, ou alors des sociétés privées qui fonctionnent et qui garantissent la sécurité en mer. En France, c'est la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, composée à peu près, il y a 10 000 bénévoles en France, dont 7 000 embarqués. Sur la Martinique, on est un peu moins d'une centaine. Il y a 4 stations de sauvetage, vous avez le Marin, Fort-de-France, Casse-Pilote et le François. Le François qui rayonne sur toute la façade atlantique. Donc là, vous avez des bénévoles qui sont à l'intérieur et qui, comme ceux de l'Hexagone, eh bien, fonctionnent uniquement avec des dons. Alors c'est vrai qu'on a des moments forts et particuliers dans l'année. Tout comme en ce moment, on a l'opération avec le centre commercial Leclerc, qui c'est un mécénat national qui se reporte également sur la Martinique, où effectivement, quand vous arrivez aux caisses, on va vous demander d'arrondir pour soutenir les sauveteurs en mer. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les principaux besoins financiers des sauveteurs en mer en Martinique? Est-ce davantage l'entretien des bateaux dont vous avez besoin, l'équipement des bénévoles, la formation ou le fonctionnement des stations? Alors, c'est un peu tout ça réuni. On a été longtemps, les Outre-mer, au sein de la SNSM, un petit peu les enfants oubliés.
Tout simplement parce que la Société nationale des sauveteurs en mer était en pleine mutation en métropole aussi, en train de se professionnaliser de plus en plus. Et le temps que ça se mette en place là-bas, bah, nous ici, c'était un peu compliqué. Le retard a été largement rattrapé, donc on a aujourd'hui des moyens nautiques dignes de ce nom, très efficaces. On a des personnes qui sont formées régulièrement. Tous les ans, il y a plusieurs dizaines de formations mises en place, que ce soit équipiers de pont, que ce soit ECN, que ce soit des plongeurs, des nageurs de bord, etc., chez les sauveteurs en mer. On peut devenir sauveteur en mer, hein. D'ailleurs, toute personne qui le désire peut le devenir, mais ce n'est pas parce qu'on en a envie qu'on le devient aussi automatiquement. Il y a une formation à suivre, il y a tout un cursus. Vous imaginez bien qu'on vous appelle de jour comme de nuit, dans des conditions, on nous appelle rarement quand il fait beau soleil et qu'il y a la crème solaire sur le visage. C'est toujours des conditions un petit peu difficiles. La SNSM, on l'a dit, a lancé il y a plusieurs mois une campagne de dons, mais il y a quelques jours, les sauveteurs en mer ont également lancé une campagne consacrée aux legs. Pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet qui, au final, est assez peu connu du grand public? Parce que c'est une façon de soutenir. Et comme je vous le disais, la SNSM, sur le plan national, c'est pas loin de 90 millions d'euros, à peu près, à quelque chose près. J'ai plus les chiffres exacts, mais on tourne à peu près dans cette zone-là. L'État, les subventions versées par l'État, c'est moins de 10 millions d'euros. Donc tout le delta, c'est porté par des dons, par des gens qui soutiennent les sauveteurs en mer. Alors, que ce soit au quotidien en faisant 10 euros par mois, 50 euros par mois, ou quand vous allez acheter les goodies, des fois vous allez au centre commercial, vous avez ces sauveteurs en mer qui sont là, et qui vous proposent leurs goodies. Bah, c'est une façon de les soutenir aussi, et ensuite de porter leur effigie, c'est plutôt très sympa. Et puis il y a aussi les personnes qui se disent, bah, écoutez, voilà, moi j'ai pas spécialement de famille, plutôt que ça parte dans les biens comme ça, j'offre voilà, à mon décès, je donne ça aux sauveteurs en mer. Si vous aviez un message aujourd'hui à adresser aux amoureux de la mer qui aimeraient soutenir la SNSM, quel serait-il? Bah, déjà, venez nous voir. N'hésitez pas à vous rapprocher des sauveteurs en mer. C'est vrai que des fois, on nous voit un coup en uniforme, ou on a toujours des tenues avec des gyrophares bleus, etc. Mais ça n'empêche que ça nous fait toujours plaisir d'aborder tous les plaisanciers ou les professionnels de la mer, de discuter avec eux. Si maintenant vous voulez soutenir les sauveteurs en mer, il y a deux façons de le faire. Un, qui peut être d'ordre financier. Donc la station que vous voulez soutenir en Martinique, bah, vous dites, tenez, moi je voudrais soutenir telle station. Donc vous pouvez ou alors faire un virement ou donner en espèces ou un chèque, enfin, tout ce qui est possible de faire en don. Et donc là, c'est déductible des impôts. Et la deuxième chose, une façon de les soutenir, c'est d'être prudent en mer. Ça va éviter que les sauveteurs doivent sortir pour des imprudences, pour des choses qui malheureusement parfois tournent au drame. Et c'est toujours très dur pour nous, puisqu'il y a une espèce de transfert, puis on est sur une île, on se connaît tous. C'est toujours très compliqué pour nous d'intervenir sur des situations très complexes. Merci. Avec plaisir. D'avoir répondu à nos questions. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à Fort-de-France, à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h, ou sur le parking du centre commercial de la Galeria au Lamentin, de 8h à 14h.